Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon le fuseau horaire sur lequel vous suivez votre magazine Choc des idées. Et d'entrée des jeux, acceptez que je vous exprime affectueusement toute la sympathie patriotique pour vos compliments, vos encouragements, à la suite bien entendu de nos diverses productions que vous appréciez. Merci pour les recommandations et les suggestions des thèmes que nous devons aborder désormais et qui touchent à votre vie quotidienne. C'est vraiment ça notre préoccupation aujourd'hui. Choc des idées. Comme vous le savez, du choc des idées jaillit la lumière. Nous avons sur ce plateau deux invités de marque qui vont nous aider de leur choc ou du choc de leurs idées à comprendre la polémique autour du débat sur la loi électorale au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a deux camps qui s'affrontent, la majorité au pouvoir et l'opposition. Que des divergences, que la polémique. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Nous avons sur ce plateau, à ma gauche, Maître Laurent Ochoumbe, qui se trouve être au cadre de la MOUCA et de l'ECID, principalement, le parti cher à Martin Fayoulou. Maître, bonjour. Bonjour Ludo et puis merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça a toujours été un plaisir immense de participer à votre émission qui a toujours un caractère pédagogique. Merci de tout cœur. Merci surtout de vous retrouver après près d'une année. Oui, on s'est séparés dans les débats congolais. Effectivement. L'émission Les débats congolais existe toujours. Nous la produisons en fonction de l'actualité et des enjeux. Alors, à ma droite, M. Chris Mukeli, qui se trouve lui aussi au cadre à l'AFDC, donc regroupement politique cher à Modeste Bahati-Lukwebo. Monsieur Chris, bonjour. Bonjour très cher Ludor et merci pour l'invitation. Je profite de votre micro pour saluer mon co-débatteur. Merci. C'est un frère que j'apprécie beaucoup, Ochoumbe. Merci. Et j'espère qu'avec lui on va faire un débat républicain. Merci de tout cœur. Voilà, je vais partir de ce bout de phrase. C'est un frère avec qui vous allez faire un débat républicain. Mais pourquoi vous ne vous entendez pas en ce qui concerne la loi électorale qui est déjà sous examen à l'Assemblée nationale? Je commence avec vous, M. Chris Mukende. Qu'est-ce qui vous oppose? Voilà, merci beaucoup. Je crois que ce qui nous oppose, c'est les cadres dans lesquels le consensus devrait être trouvé. Nos amis considèrent que le cadre pour lequel il faut trouver le consensus, c'est un cadre hors institutionnel. Mais nous pensons qu'il faut, recourir à la Constitution, il faut respecter la Constitution qui a prévu que l'Assemblée nationale et le Sénat soient des cadres qui permettent à ce que des réformes puissent être opérées dans le pays. Mais il faut que je rappelle ici que la loi qui est présentée, la proposition de loi présentée par nos amis du G13 est le fruit d'abord des concertations que le G13 a eu à faire auprès de toutes les plateformes politiques en 2020. Il vous souviendra qu'en 2020, les députés membres qui ont constitué ces groupes de G13, à l'époque il y avait Lokondo, pour ne citer que lui, paix à son âme, et Lokondo d'heureuse mémoire, il y avait Délice Sanga, il y avait Lutundula, il y avait Patrick Mouyaya, il y avait Jacques Njoli, et tant d'autres parlementaires au groupe des 13, ils ont fait la ronde auprès de toutes les forces politiques dans les pays. J'ai vu, malheureusement, les amis du FCC refusaient de les recevoir, mais les idées les avaient reçues. Et aujourd'hui, cette proposition qui est présentée à l'Assemblée nationale est donc le fruit de toutes les observations, toutes les propositions qui ont été formulées par l'ensemble de la classe politique. Donc moi je ne peux pas comprendre qu'après avoir formulé des propositions soumises à nos amis du G13 et que nos amis de l'ECID, nos amis de la MOUCA qui sont présents à l'Assemblée nationale choisissent un cadre qui n'est pas institutionnel pour aller échanger autour de la loi. Moi je dis, dans notre groupe, en tout cas pour l'Union Sacrée, le cadre qui est indiqué pour le faire, il faut que nos amis reviennent au sein des institutions,
pour que cette matière soit débattue devant tous les peuples congolais. Maître Laurent Tchoumbé, votre réplique? Non, mais quand j'échange toujours avec Chris Mukendi, les débats ont toujours été policés. Et je le salue comme il a fait. C'est un ami de très longue date, en fait. Alors, les débats autour de la loi portant la loi électorale, c'est un débat très important pour l'avenir politique dans notre pays. Et vous-même, et Chris, vous n'avez pas oublié que nous sommes sombrés dans une crise politique indescriptible depuis les élections de 2018. Et parmi les causes que nous avions indexées, il y a notamment le déficit de notre loi électorale de l'époque de 2011. Vous êtes sans oublier que la RDC a adopté une coutume tacitement que depuis les élections de 2006, après chaque cycle électoral, il y a des réformes électorales où nous revenons sur les faiblesses de la loi précédente. C'est dans cet état d'esprit que, au-delà du caractère personnel de certains animateurs du processus électoral, parce qu'il faut dire que la faiblesse n'est pas seulement au niveau de la loi, mais il y a aussi la faiblesse au niveau des animateurs des institutions, notamment les animateurs de la CENI. Et ça, on va revenir, parce que pour nous, la loi portant organisation de la CENI, elle également devait faire objet d'un consensus, parce que vous vous êtes rendu compte, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, exactement, on va certainement revenir si on veut des élections crédibles. Vous voyez par exemple, l'article 79 de la loi portant organisation de la CENI à l'époque, la loi électorale, voulais-je dire, de 2011, imposait à la commission électorale indépendante de transmettre les procès-verbaux à la Cour constitutionnelle après les élections. Chose qui n'a pas été faite et personne n'a eu à répondre autour de ça. Parce que si nous avions, en tant que la MOUCA, exercé notre recours à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle en nous demandant les procès-verbaux et ses annexes, ça veut dire que la Cour ne disposait pas et c'était une violation de la loi. Donc, pour nous, nous faisons la part des choses entre le respect d'abord des normes par ceux qui sont en train de gouverner les processus électoraux, mais également par rapport à la loi elle-même. Revenant sur ce que je viens d'entendre tout à l'heure, moi je crois qu'il faut être un peu sincère. Les G13 pilotés par Sessanga et consorts ont effectivement fait la ronde de tous les états-majors politiques non pour obtenir un consensus. Effectivement, le président Martin Fayulu les a reçus, mais c'était pour qu'ils les expliquent leur vision, les contours et les contenus qu'ils donnent à la réforme sur la loi électorale. Ça n'était pas un débat d'échange pour dégager un compromis. Non, ils sont venus expliquer au président Martin Fayulu qu'est-ce qu'ils attendent, eux, par la réforme sur la loi électorale. Et nous avions entendu, nous avions compris leurs désirata, mais nous également, nous avons notre position, nous avons des propositions fondamentales sur cette loi électorale. C'est pour cette raison, reconnaissant tous, et parmi les questions où la classe politique est aujourd'hui unanime, c'est de reconnaître que les élections de 2018 ont été bâclées. Ce qui fait qu'il y a un déficit de représentativité des élites actuelles. Voilà pourquoi il a une motivation claire que la classe politique dans sa globalité se retrouve en dehors des institutions. Et ce n'est pas la première fois. Parce qu'on semble ignorer. Ce n'est pas violer la Constitution parce que nous l'avions fait avec la loi portant la création et fonctionnement du CENSA. Ce sont les acteurs politiques qui se sont trouvés en dehors des institutions. On a discuté et le Parlement a fait l'habillage institutionnel ou l'habillage juridique. C'est aujourd'hui une jurisprudence dans notre pays que de se retrouver, de dégager les consensus. Nous ne disons pas que c'est la proposition de la MOUCA qui va porter l'étendard. Non, nous allons nous échanger en tant que responsables, toute la couche politique, on dégage un compromis, quitte désormais à l'Assemblée nationale et le Sénat de faire un habillage juridique et institutionnel pour que les élections de 2023 amènent la paix et non la désolation à la suite des résultats qui pourront éventuellement être acceptés par tout le monde. C'est la moindre des choses en tant que démocrate et en tant que patriote qu'on puisse pour l'instant souhaiter. Alors, M. Chris Mukendi, vous avez suivi l'argumentaire de votre co-débatteur. Il évoque une jurisprudence en ce qui concerne la constitution du CENSA. Les négociations qui sont tenues en dehors des institutions et il suggère qu'il en soit autant pour la loi électorale que vous, Union Sacrée, vous avez même déjà commencé à examiner sans l'opposition représentée ici par les CID ou la MOUCA et le FCC qui est absent. Vous ne pensez pas que ça pourrait créer des problèmes, d'autant plus que les autres sont en dehors du principe d'inclusivité? Merci beaucoup, cher Ludor. Je voudrais revenir sur ce que mon frère Otchoumbe a dit tout à l'heure. Il dit c'est un cas de jurisprudence.
Mais je crois qu'il est avocat. Moi, je ne suis pas avocat. Je suis économiste de formation. Mais je sais à quel moment on peut évoquer les cas de jurisprudence. On évoque la jurisprudence quand il n'existe pas de loi. Je pense. Mais là, nous avons en face de nous une opposition qui évoque un cas de jurisprudence alors que le cadre institutionnel a bien prévu les choses. Je retiens encore que Otchoumbe a dit tout à l'heure que ça ne sera pas la première fois qu'on va dialoguer. Mais, cher Otchoumbe, il faut briser avec ces cycles de dialogue interminables dans les pays. Ce qu'il faut observer, c'est quoi? Il faut observer le principe démocratique dans les pays. Le principe démocratique veut quoi? Le principe veut que lorsque nous partons aux élections, il se dégage essentiellement deux blocs. Le bloc de ceux qui dirigent pendant 5 ans, puisque le mandat il est de 5 ans, et le bloc de ceux qui acceptent de faire l'opposition, qui se constitue en une alternative pour le pouvoir en place. Et cela se passe de manière, en tout cas, statique, pendant 5 ans. Mais nous avons une habitude que nous avons instaurée ici, et Otchoumbe l'a reconnu, il a dit que ça ne sera pas la première fois, mais c'est une mauvaise pratique. Ça veut simplement dire qu'on n'accepte pas cette sportivité politique. Nous voulons concevoir une politique, une démocratie à la congolaise. Mais chaque fois qu'on a été ensemble pour dialoguer, c'était dans le même contexte qu'aujourd'hui. Il y a eu des dialogues dans les contextes où le mandat de Kabila était pratiquement fini, mais on n'avait pas noté dans les chefs du président de la République la volonté d'organiser les élections. Et l'opposition de l'époque qui a marché dans la rue contre les glissements, contre la révision de la Constitution, contre un troisième mandat de Tshisekedi, un troisième mandat de Kabila, a été réprimé. C'est alors que le président de la République, Kabila, va convoquer les dialogues pour chercher comment atterrir en douceur. Donc, évoquer ces contextes-là, je ne pense pas que ça cadre avec le contexte dans lequel on se trouve présentement. Nous sommes dans un contexte où la vérité, c'est que nos amis veulent un dialogue qui permette à ce que ceux qui sont en dehors des institutions aujourd'hui puissent y entrer pour se faire une santé financière et aller aux élections. C'est ça la vérité. Cher Ludor, vous connaissez l'aboutissement de tous les processus de dialogue dans les pays. Vous ne pouvez pas me citer un seul dialogue qu'on a connu dans les pays qui s'est soldé sans la formation d'un gouvernement d'union nationale, sans que ceux qui étaient en dehors des institutions puissent réclamer des postes au niveau des entreprises publiques et sans que nous puissions glisser. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si nous tenons la main à nos amis qui refusent de venir dans les institutions alors qu'ils sont membres des institutions, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont au Sénat, nous risquons de connaître un glissement et de voir éloigner de nous la perspective des élections dans les délais prévus dans la Constitution. D'accord, temps de parole consommée. Maître Laurent Tchoumbe, vous allez rencontrer ces préoccupations, mais je vous relance avec une petite question. Ne pensez-vous pas qu'en plaidant pour des concertations, pour ne pas utiliser le mot dialogue, parce que je ne vous ai pas entendu en tout cas le prononcer, mais le contenu reste le même. Vous ne craignez pas qu'en le faisant, connaissant bien la façon de faire des Congolais, ça prenne encore beaucoup plus de temps et qu'on arrive dans le glissement qu'on craint, selon vous? Mais je crois que cette problématique, pour ne pas parler de problématologie, est l'œuvre de l'Union sacrée précédemment appelée FCC Cash. Parce que la proposition des échanges sur les réformes électorales, notamment la loi électorale, la loi portant l'organisation de la CENI, la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, nous avions débuté cette idée depuis le mois de mars 2019. Donc ce n'est pas une question qui est soulevée aujourd'hui. C'est la fameuse proposition de sortie de crise qui s'articulait principalement sur ces 3 points. Nous nous sommes dit que nous avons un problème de guerre à l'Est. Nous avons de faiblesses sur les différentes lois que je viens d'évoquer tout à l'heure. Il fallait que la classe politique se retrouve. Et c'était au mois de mars 2019, je me rappelle très bien, où le président Martin Fayulu avait transmis cette feuille de route à toutes les ambassades ici, les représentants diplomatiques. Il a remis cette feuille de route à la MONUSCO.
c'était dans cette perspective. Si aujourd'hui on évoque les problèmes de délai, mais à l'époque, est-ce que ça s'est posé? Et d'ailleurs, parce que Chris Mukendi parle que on ne peut parler d'une jurisprudence, c'est parce que la loi n'existe pas. Non, cher ami. La jurisprudence est constituée de certaines pratiques normatives qui sont devenues un principe pour lequel les gens peuvent en recourir. Parce que jusqu'à présent, vous n'allez pas me dire que la pratique que j'ai évoquée tout à l'heure a violé la loi. Il n'y a aucune juridiction qui a estimé que ce que nous avions fait a énervé la loi. D'ailleurs, la finalité de toute action politique, c'est le bonheur du peuple. Est-ce que les échanges entre les acteurs politiques préjudicient-ils les intérêts du peuple? Non. Et parce que vous insinuez que nous, la Mouka, la démarche qui nous mène, c'est d'être dans les institutions. Non, c'est un faux débat. Martin Fayulu a gagné les élections dans ce pays sans être dans les institutions. Ici, il n'y a pas de gouvernement ou présidence de la République. Donc nous n'allons pas. Ce qui confie à la population, aux dirigeants, la légitimité, c'est le peuple. Ce n'est pas l'argent. Et si c'était l'argent, c'est M. Chadar qui gagnerait les élections parce qu'ils étaient au pouvoir, ils avaient utilisé les moyens de l'État. Si Chadar n'est pas aujourd'hui président de la République, ça veut dire que la population qui confie la gestion de l'État à qui il veut et non parce qu'on amasse les ressources publiques pour en faire campagne électorale. Et d'ailleurs, l'opinion risque de comprendre que vous insinuez que vous êtes au pouvoir justement pour vous servir des moyens d'État pour éventuellement battre la campagne. Nous, notre logique, c'est la paix. Parce que je vous rappelle que tous les 3 cycles électoraux que nous avions connus sont de toujours, soit par des guerres, soit par des contestations énergétiques. 2006, vous le savez, il y a eu une guerre dans la capitale. 2011, jusqu'à sa mort, Etienne Tshisekedi a estimé qu'il a été élu président de la République et qu'on a volé sa victoire. 2018, ça je n'en parle même pas parce que c'est un secret de polichinelle, c'est connu de tout le monde. Et les résultats des élections, je ne veux pas revenir sur ça parce que le cadre d'aujourd'hui n'est pas indiqué pour cela. C'est pour dire quoi? Nous voulons tout simplement nous déquiloter de ce qui s'est passé par le passé. Nous voulons que le rendez-vous de 2023 soit un succès. Vous pensez que tout échange entre politiques est une négation de valeurs démocratiques? Non. Aujourd'hui, vous savez que le gouvernement congolais est en train de discuter avec les groupes armés. Vous pensez que c'est parce qu'il y a une faiblesse de l'État? Non. Quand on veut atteindre le bonheur du peuple, tous les moyens qu'on utilise, pourvu que ça ne viole pas la Constitution, que ça ne viole pas les règles établies par l'État, ne constitue pas un péché ou une faute ou une atteinte à la démocratie. Donc aujourd'hui, cher Chris Mukendi, on ne violerait aucun principe de droit, on ne violerait aucune disposition constitutionnelle. D'ailleurs, je me vais au défi, vous avez amené une constitution, vous allez me montrer une disposition constitutionnelle qui interdit les acteurs politiques de se regrouper et de trouver un consensus pour amener la paix future dans un pays comme le nôtre. Voilà. Monsieur Chris Mukendi, vous allez récupérer le temps additionnel. Je vais lui poser 2 petites sous-questions. Vous êtes à égalité de temps, j'ai la pendule devant moi. Maître Laurent Ochumbe, vous défendez dans votre argumentaire la nécessité de dialoguer pour trouver un consensus et aller aux élections apaisées. Qui va convoquer ce dialogue? C'est la première question. Est-ce que c'est le président Tshisekedi? Pourtant, il y a peu, vous ne le reconnaissiez pas comme tel. Vous continuez à appeler Martin Fayulu président. Non, ça c'est une question facile à répondre. Vous savez que M. Tshisekedi fait partie du problème congolais aujourd'hui. Et donc, notre pays ne manque pas de leaders connus par tous. Nous avons une expérience récente où nos pères spirituels ont joué un rôle très important dans les rapprochements de points de vue. Alors, est-ce que vous allez accepter qu'un acteur de problème convoque l'autre pour une solution? Ça ne s'est jamais passé. Même nous qui sommes professionnels de droit, nous faisons recours aux arbitres qui sont des acteurs indépendants. Nous faisons recours aux juges qui sont des acteurs indépendants pour régler les litiges entre 2 parties. Vous n'allez pas 2 parties à conflit, vous appelez pour trouver un compromis à l'absence des arbitres, ou s'il n'y a pas un arbitre consensuellement nommé par toutes les parties, allez chez les juges qui n'est pas un arbitre que vous avez désigné. Donc nous avons aujourd'hui des gens impartiaux, comme nos pères des églises, qui peuvent rapprocher toutes les parties
et trouver un consensus sur leur arbitrage, et ça ne gêne personne, parce que s'il y a des institutions pour lesquelles toute la population se retrouve, ne dit-on pas que l'église est au milieu du village. Le village est là, et l'église a l'avantage de nous recevoir tous chaque dimanche, et nous avons foi à ce que si nos pères spirituels convoquent toute la classe politique, elle va répondre présente, et puis elle va trouver un compromis, et en 1 ou 2 semaines, et le Parlement va habiller juridiquement ce texte pour qu'on ait des élections crédibles. D'accord. Monsieur Chris Mukendi, vous récupérez les 2 temps de parole additionnels qu'il a pu récupérer en répondant à ma sous-question. Voilà, je réalise que mon frère Ochumbe est resté, je ne sais pas s'il a changé de calendrier depuis 2018, ou il garde toujours le même calendrier chez lui à la maison, le calendrier de 2018. Je lui rappelle ici que nous sommes en 2022 et que l'année 2019 est passée. L'année 2020 et 2021 sont passées, nous sommes en 2022. Venir sur un plateau comme celui-ci pour dire que ce n'est un secret des polichinelles, c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections, tout ça, je vous le concède. Mais nous avons dans ce pays des institutions qui sont habilitées à proclamer les résultats, et ces institutions ont eu à jouer leur rôle. Et je vous rappelle encore qu'en 2018, Tshisekedi était compétiteur au même titre que Fayulu, au même titre que Shadari. Puisqu'aujourd'hui, vous prenez Tshisekedi comme faisant partie du problème, alors qu'il était un compétiteur. Donc je ne peux pas comprendre que celui qui n'a pas organisé les élections, celui qui ne tenait pas la machine électorale et qui est proclamé élu, vous vous en tenez à lui, vous lui en voulez au point, je ne sais même pas imaginer à quel point vous lui en tenez. Mais je dis ici, puisque vous considérez qu'il fait partie du problème, alors, mieux vaut vous tenir à votre position, attendre que les institutions habilitées à pouvoir départager les candidats à l'issue des élections puissent faire leur travail en 2023. Voilà. Et aujourd'hui, la divergence, cher Louis-Dor, se trouve à quel niveau? La divergence, c'est seulement dans les cadres pour négocier. Je rappelle ici qu'en 2017, lorsque les dialogues de la Saint-Sylvestre étaient organisés, c'était pour 2 semaines. Et que ces dialogues nous a pris 7 mois. Les dialogues étaient prévus pour 2 semaines au maximum, mais nous avons passé 7 mois à négocier avec nos amis catholiques qui étaient chargés de pouvoir piloter. Voilà, aujourd'hui, Ochumbe voudrait que les catholiques servent encore des médiations. Je ne sais pas si ça prendra combien de temps, ou selon leurs calculs, leur chronogramme, ils souhaitent que ces dialogues puissent prendre combien de temps, je ne sais pas. Mais nous avons, parce qu'il a parlé des jurisprudences, en voilà les cas des jurisprudences, qui va nous plonger dans un glissement que nous redoutons tous. Notre volonté, nous, à l'Union Sacrée, c'est d'organiser les élections, les bonnes élections, dans les délais. Mais il y a la communauté internationale, vous allez continuer, la communauté internationale qui plaide aussi pour l'inclusivité. Vous avez suivi la patronne de la MONUSCO sortir d'une audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale. Elle a insisté pour que l'inclusivité, c'est dans personnes qui restent en dehors du Non, mais ils sont membres des institutions. Lorsqu'ils choisissent de manière délibérée, puisqu'ils veulent que nous puissions céder aux caprices des politiciens, alors qu'ils sont membres à l'Assemblée nationale et au Sénat, de pouvoir participer au débat, ils ont de manière délibérée refusé. Donc, avec ou sans eux, vous partez. Je rappelle ici, parce que cette opposition aujourd'hui est constituée de ceux qui étaient aussi au pouvoir hier. Il ne s'agit pas seulement de nos amis de Fayulu. Qu'en 2011, Ochumbe va se souvenir, lorsque nous sommes passés des 2 tours des élections à un seul tour, l'opposition avait quitté la salle. La majorité n'a même pas accordé à cette opposition un délai pour pouvoir revenir dans la salle, comme Mbosso l'a fait. Mbosso a été large
Il a demandé, il a suspendu la plénière pour demander à nos amis du FCC, à nos amis de Fayoulou, de pouvoir regagner la salle. Mais à l'époque, on est passé de 2 tours à un seul tour sans l'opposition dans la salle. Mais parce que... Je rappelle encore ici, puisque Otchoumbe veut que nous puissions évoquer des cas de jurisprudence, on va évoquer des jurisprudences. En 2006, nous avons eu un consensus dans les pays pour aller aux élections. Je dois encore rappeler à mon ami que consensus ne veut pas dire unanimité. Il n'y a aucun consensus dans ces pays qui a fait l'unanimité. Depuis que les dialogues ont commencé, il n'y a aucun consensus qui a atteint 99% de la classe politique. Il y a toujours une marge qui se distingue, qui refuse de participer. En 2006, nous sommes partis aux élections sans l'UDPS. Voilà, donc voilà autant de cas de jurisprudence qu'on peut s'en servir parce qu'il s'agit de notre histoire. Moi je dis aujourd'hui, il faut arrêter ces caprices. Il faut arrêter de se comporter comme des bébés politiques qui, chaque fois, il faut qu'on court derrière pour le cajoler, pour le supplier, rentrer dans les institutions, venez, on va dialoguer. Mbosso l'a fait. Mbosso l'a fait. Mais nos amis continuent à camper sur leur position. Moi, je crois qu'on ne peut pas prendre toute une république en otage à cause de la position égoïste des politiciens. Je considère... Vous ne craignez pas une effusion de sang s'il y a élection organisée dans ce contexte avec les autres qui restent en dehors? Non mais... À la suite des contestations, bien entendu. À moins que ce soit l'agenda caché de nos amis qui veulent inciter les peuples à l'insurrection. Voilà. Moi je dis, il faut simplement être sportif politiquement. Ce sont des principes démocratiques auxquels tout le monde peut... accéder, auquel tout le monde peut coopérer. On va évoluer pour évoquer l'une ou l'autre question d'actualité. Maître Laurent Otchoumbe, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que votre co-débatteur vient d'évoquer? N'y a-t-il pas moyen que vos élus qui sont à l'Assemblée nationale portent votre voix pour, bien entendu, apporter votre contribution à ce débat et gagner le temps pour aller aux élections dans le délai constitutionnel? Non, mais j'ai une réaction assez pertinente parce qu'on parle de l'insurrection. Notre insurrection, si vous vous entêtez, serait une insurrection constitutionnelle basée sur l'article 64. Parce que nous n'allons pas accepter un seul instant que l'Union sacrée caporalise la gestion du pouvoir public alors que nous sommes face à une menace grave qui menace la paix dans notre pays. Parce que, tenez, cher ami, vous parlez des échanges qui ont eu lieu à la Senco, qui ont fait 7 mois. Nous étions face à un problème sérieux. C'est le dépassement du délai de l'organisation des élections qui devait se tenir en 2016. Vous n'oubliez pas ça. Et ici, nous parlons des échanges techniques. Ça n'a rien à voir avec ces discussions-là. Aussi, chaque fois que nous parlons de la jurisprudence, vous n'allez pas évoquer les cas négatifs. Pour vous, si quelqu'un a volé l'argent de l'État il y a 2 semaines, on ne l'a pas attrapé, vous pouvez dire que c'est une jurisprudence qui nous permet aussi à voler l'argent, on ne va pas nous attraper. Non, nous parlons ici des cas qui ont servi à faire avancer le pays. C'est ça la jurisprudence. Vous n'allez pas vous servir des cas négatifs, ce qui est mal parti, ce qu'on doit corriger, pour vous en servir. Ce n'est pas ce que moi je soutiens. Et d'ailleurs, pour votre information, aussitôt que le G13 nous a présenté Sophie Beck, nous avions travaillé. Parce que les échanges dont nous faisons allusion ici, ce n'est pas que vous allez venir avaliser les programmes de la MOUCA. Non. Ce n'est pas que vous allez venir avaliser la position du FCC. Non. La MOUCA a sa proposition. Le FCC a sa proposition. Les G13 et l'Union Sacrée Consort, vous avez des propositions. Nous voyons quelle est la proposition la plus bonne. Et nous interagissons de telle sorte qu'on produise un document et je vous ai dit que ça ne viole aucune disposition légale à le faire. Vous estimez que ça peut prendre combien de temps? Si nous devons tenir les élections dans le délai, c'est pour parler, peuvent prendre combien de temps? En tout cas, avec un peu de bonne foi, vos projections au niveau de la MOUCA. 2 semaines,
au plus tard, on va finir ces discussions, parce que ce sont des discussions techniques qui n'ont rien à voir avec un agenda politique. La MOUCA n'a pas besoin de tremper sur les caisses de l'État, n'a pas besoin de co-gérer le pays au rythme actuel, parce que nous ne voulons pas être mais les moyens financiers comptables. viendraient d'où? Parce que ce n'était pas budgétisé, tout ça, mais dans le budget de l'État. L'État congolais a toujours, vous savez, quand on vote un budget, il y a toujours des fonds communs à côté pour des cas non prévus. Voyez-vous, chaque fois qu'il y a un budget, il y a des fonds spéciaux qu'on loge. On ne sait pas s'il y aura une catastrophe naturelle, on ne sait pas s'il y a une circonstance qui va obliger l'État à dépenser de l'argent. Donc le budget de l'État ne concerne pas seulement la rubrique fonctionnelle sur base des indications claires que chacune des institutions en a fait la demande au moment où le Parlement est en train de légiférer. Donc il y a des fonds toujours que l'État dispose, mais nous avons des amis internationaux qui peuvent toujours accompagner notre pays. Pourquoi je ne veux pas parler beaucoup des individus? Parce que les Mbosso dont vous faites allusion, c'est un acteur méchant pour la gestion de ce pays. Vous savez que Mbosso a un directeur de cabinet. C'est très fort, vous retirez le mot. Bon, je retire le mot. Notre concept, oui. Non, je voudrais tout simplement dire ceci, parce que quand j'ai pris la parole avant, j'ai parlé du texte et du respect des textes. Chris a sa constitution entre les mains. Quand vous lisez par exemple l'article 108 de notre constitution, point 8, vous savez qu'il est incompatible pour un député d'être membre d'un cabinet politique. Vous savez que le directeur de cabinet de Mbosso, qui est un ami que je salue. Non, ça c'est une attaque personnelle. Non, ce n'est pas une attaque, c'est incompatible. Mais pourquoi il est là? Parce qu'il n'y a pas de... Ça n'a rien à voir. Vous voyez les cas des membres de l'Union sacrée. Ça n'a rien à voir avec les sujets. Non, vous allez comprendre quand je vais finir que c'est très important parce que, vous voyez par exemple, vous avez aujourd'hui M. Bakonga. L'article 101 de la Constitution dit que quand on est condamné par une décision définitive, on perd sa mandature. Mais vous, par l'appartenance à l'Union sacrée, vous avez cautionné qu'il demeure député. C'est pour cette raison. Toutes les réformes, les gages de respectabilité des textes, veulent qu'il y ait une discussion claire entre parties prenantes pour nous permettre non seulement d'adopter les textes, mais aussi d'avoir la confiance sur la respectabilité. Voilà pourquoi j'ai évoqué ces deux cas pour montrer qu'il y a intérêt à ce que les partis se parlent en face pour qu'il y ait un gage sur le respect des textes qui sont adoptés, pas pour les indexer individuellement. Merci beaucoup, parce que l'émission ne parle vraiment pas de personnes de manière directe. Voilà. Merci d'avoir corrigé ça. Monsieur Chris Mukendi, est-ce que nous pouvons évoquer l'une ou l'autre question d'actualité ou vous avez quelque chose à redire par rapport à ce que Maître Laurent venait de dire? Sinon, on éclaire un peu. Voilà, j'aimerais simplement revenir sur ce qui a été dit ici. Oui, on va y revenir. Je voudrais seulement corriger. Matata, la population est un tout petit peu dans la confusion. Si on a le temps, on peut. Oui, je ne prendrai qu'une minute, à la limite 2 minutes, pour réagir à ce que j'ai entendu ici de mon co-débatteur. Je considère que on ne fait pas de chantage à la République. On ne fait pas de chantage aux institutions de la République. Lorsque je parlais de l'incitation à l'insurrection, j'ai entendu mon co-débatteur parler de l'article 64, très bien. Mais il faut que mon ami qui est juriste puisse bien lire cet article, parce que je sais que c'est un éminent juriste. Je voudrais bien lire l'article, parce que l'article comporte deux alinéas. Le premier alinéa dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. 1. Le pouvoir de Tshisekedi, ce n'est pas un pouvoir qui a été pris par la force. Ça, c'est de 1. Que mon ami devrait retenir. Ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Le régime n'exerce pas les pouvoirs en violation de la Constitution. Lorsque nous voulons que le dialogue se passe dans les cadres institutionnels, ce n'est pas en violation de la Constitution. C'est vrai que mon ami évoque le fait que la Constitution n'interdit pas un dialogue hors cadre institutionnel. C'est vrai. Mais là, nous sommes dans ce qui est écrit. Il me récite ce qui n'est pas écrit, quoique pas interdit par la Constitution. Mais moi, je lui dis ce qui est écrit. Le réforme se passe dans un cadre institutionnel. Et que le régime Tshisekedi, c'est un régime qui n'a pas, c'est pas un pouvoir qui a été pris par la force, ça lui a été accordé par le peuple congolais. Et que, il faut maintenant lire le deuxième alinéa, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Donc,
lorsque nous faisons la lecture de l'article 64... C'est une mise en garde voilée que vous adressez... Non, non, j'ai lu la Constitution. Il a évoqué c'est lui qui a évoqué l'article 64. Moi, je n'en fais que donner l'interprétation. C'est lui les juristes ici. Moi, je lis en français. Il pourra nous lire ça de manière beaucoup plus juridique. Hein. Donc, je dis qu'on doit rester sur ce qui est prévu. Mais il faut aussi... Parce qu'il dit qu'on ne va pas avaliser la position de la MOUCA dans les institutions. Très bien. Mais est-ce que les institutions devraient devenir des caisses à résonance de ce qui est fait à l'extérieur? Nous faisons des projets à l'extérieur, des propositions à l'extérieur, nous les donnons à nos assemblées, à nos institutions qui deviennent comme des caisses à résonance de la pensée des politiciens qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale alors qu'ils ont reçu mandat. Il faut rappeler ici que Mouzitou ne siège pas, ça fait 3 ans. Il est avec vous. Ça fait 3 ans. Mouzitou perçoit toutes les dividendes de l'Assemblée nationale. Il ne siège pas. Et c'est Mouzitou qui demande les dialogues. Soyons sérieux. Évitons cette farce-là politique, cette escroquerie. Hein? Il faut rester cohérent avec nous-mêmes. Je crois, en 2011, Tshisekedi, il avait demandé à ses députés de ne pas siéger. Ceux qui ont continué à siéger, ils ont été invalidés par Obeminakou. L'Assemblée nationale les avait invalidés. Et je crois, je soutiens l'idée du président de l'Assemblée nationale de pouvoir, en tout cas, invalider tous les députés absentéistes de l'Assemblée nationale. La parole à Maître Laurent Onyemba, au Tchoumbé, et puis on va parler rapidement d'autres questions ici d'actualité. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Oui, rapidement. Au fait, la disposition telle que vous l'aviez lue, c'est exact. Nous n'avons pas dit que la MOUCA a comme ambition aujourd'hui de renverser le régime de Tshisekedi. Non. Mais nous disons que comme nous représentons le peuple, tout ce qui se fait contre le peuple va manifester. Et Tshisekedi ne représente pas le peuple. Aucune ambition antidémocratique de renverser le régime en place. Non. Nous allons le renverser par des voies démocratiques, c'est-à-dire par les élections. Mais les manifestations publiques, au cas où la voix du peuple n'est pas écoutée, vous avez vu le président faire la ronde de toutes les provinces et cette immense masse qu'il reçoit et attendre le mot d'ordre pour manifester contre ces forcings pour la 1e fois que vous le faites. Et attendez-vous, si jamais vous n'écoutez pas la voix de la raison, à ce que la population sorte de la rue pour vous exiger, comme nous avions exigé à Kabila en 2015, de revenir sur sa proposition de pouvoir faire les renseignements populaires avant les élections. Mais vous avez évoqué le cas de Ludo a interdit de parler des individus. Je suis curieux que vous ayez parlé de Mouzitou de façon personnelle, sans qu'on ne vous ait arraché la parole. Mais je vous informe que Mouzitou travaille mieux qu'autant de députés que vous voyez. Peut-être qu'il m'a envoûté tout petit peu. Monsieur j'ai l'impression. Vous pouvez retirer ça. Retirez quand même. C'est déjà écouté. Les téléspectateurs ont déjà suivi. Il a parlé de l'escroquerie politique. Retirez quand même. Nous retirons. Oui, merci. Donc Mouzitou travaille pour le peuple. Les députés sont élus pour faire quoi? C'est pour travailler pour le peuple. Aussi, allez-y. Non, je réplique. Oui, les députés qui sont dans l'Assemblée sont censés travailler pour le peuple. Et le travail que Mouzitou fait, mais c'est pour le peuple. Mais alors, pourquoi il ne siège pas, il est payé? Pourquoi il ne siège pas, il est payé? Il a des raisons personnelles. Moi, j'ai toujours dit que je Est-ce que c'est légal? Non, il considère que l'Assemblée nationale est illégitime. Je suis pour la... Mais l'argent de l'Assemblée nationale n'est pas illégitime. Le problème, c'est quoi? Mais voilà. Laissez-moi vous dire les avantages ne sont pas illégitimes. Je voudrais élever une évidence. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le seul parlement au monde où vous trouvez un parti politique où certains députés sont à l'opposition, certains sont à la majorité. C'est anormal. Et siéger dans cette assemblée, je ne vais pas l'appeler une assemblée de pacotille, mais au moins ce n'est pas normal pour l'image de notre pays. Vous avez vu un pays au monde où vous êtes AFDC, par exemple, je suis de votre parti politique, et vous voyez 10 députés, vous êtes 20, 10 sont à l'opposition, 10 sont à la majorité. C'est anormal. Donc le forcing que l'Union sacrée a fait désacralise un peu l'architecture institutionnelle de notre Parlement qui est bicaméral. Voilà pour cette raison. Beaucoup de compatriotes ne semblent pas vouloir cautionner cette façon maligne de faire la politique. Les élections vont se tenir bientôt en France, les élections législatives. Vous allez voir les députés qui seront à l'opposition ne seront pas rachetés qu'ils viennent à la majorité parce que le président est tel côté, tel côté. Je crois que l'architecture politique à l'Assemblée, tout comme au Sénat, se dessine au moment des élections et non à mi-mandat. Voilà ce qui occasionne cette situation où beaucoup de députés ne veulent pas cautionner cette façon. Vous gardez la parole pour 1 minute 30, on va désannoncer l'émission. Est-ce que vous pouvez mettre en tant que juriste, éclairer un peu l'opinion sur cette guerre dans les médias entre Matata et Modeste Bati? Pour vous en tant que juriste, lorsque la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, est-ce qu'elle a dédouané
M. Matata des faits lui imputés par la justice ou pour lesquels il est poursuivi. Éclairez-nous sans parti pris en tant que juriste, peut-être Maître Chris pourrait ajouter quelque chose. De façon objective, je vais dire ceci sans faire un commentaire profond parce que je suis avocat, il m'est interdit de faire les commentaires des décisions judiciaires. Alors, parlez comme acteur politique, mais de façon générale, lorsqu'une juridiction, peu importe son statut, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la Cour de cassation, lorsqu'elle se déclare incompétente, automatiquement dans cette décision, il doit renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Ça ne veut pas dire que le citoyen qu'on doit juger n'a pas de juridiction pour les juger. Non. Quand une juridiction se déclare incompétente, automatiquement la juridiction qui est compétente reprend l'affaire pour juger la personne. Donc, si la Cour constitutionnelle, et c'est ma position, elle est restée constante, et tous les juristes objectifs le savent, comme la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, il n'a pas innocenté M. Matata. Il a dit qu'au regard de ses compétences, parce qu'en matière judiciaire, les compétences sont d'attribution. Et lorsque la Cour constitutionnelle estime qu'elle n'a pas une disposition légale qui lui permette de juger un ancien Premier ministre, alors l'affaire doit être reprise automatiquement par le ministère public et aller la fixer auprès de la juridiction qui est réellement compétente pour juger le Premier ministre Matata. Ça peut être laquelle? Mais c'est clair, le sénateur est jugé par la Cour de cassation. Et tous les sénateurs et les députés ont comme juge naturel la Cour de cassation. Alors, le statut actuel de M. Matata, il est sénateur et il doit être jugé par la Cour de cassation, que ce soit au fait qu'il commet présentement ou le fait antérieur, parce que c'est ça la compétence personnelle de la Cour de cassation. Il n'a pas été innocenté par la Cour constitutionnelle. La Cour ne l'a jamais innocenté. La Cour ne l'a pas acquitté des charges qui pèsent contre sa personne. Mais la Cour a tout simplement dit que je n'ai que le pouvoir que de juger un Premier ministre à fonction et le président de la République à fonction. Et il s'est limité à ce niveau-là. Donc, à mon avis, aussitôt que cette décision a été rendue, le ministère public devrait rapidement reprendre l'affaire et le communiquer à son collègue, et surtout que le ministère public est un et indivisible, mais saisir le parquet près la Cour de cassation et ce dernier saisir la Cour de cassation pour qu'en fin de compte, on connaisse ce que Matata a fait, parce que nous n'allons pas dans ce pays cautionner cette écriture où il y a des milliers de dollars qui ont été dilapidés et on vient se greffer derrière un arrêt qui n'a pas siégé dans les fonds, mais qui s'est limité à la forme. D'accord. Monsieur Serge, Monsieur Chris Mukendi, dans sa récente correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre accuse votre autorité morale d'acharnement. Qu'est-ce qui se passe au juste? Non, je crois que l'acharnement, c'est le contraire. C'est l'effet que Matata s'acharne sur la personne de Bahati et sur les bureaux du Sénat. Je crois que sur les dossiers, Maître Ochumbe a été très éloquent sur les plans de la substance en ce qui concerne les procédures judiciaires. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais je voudrais rappeler seulement au président, à Matata Ponyo qui demande au président de l'Assemblée nationale de pouvoir conseiller son homologue du Sénat, de lui rappeler, non je ne parle pas en termes d'indépendance, mais l'autonomie entre les deux chambres. C'est vrai que nous avons un Parlement qui est bicaméral, mais au sein de ces parlements, chaque chambre jouit d'une autonomie administrative. Je ne peux pas comprendre que le président d'une chambre puisse aller dans une autre pour s'occuper de ce qui s'y passe. Je ne peux pas comprendre. En bref, M. Matata Ponyo demande au président Mbosso de violer la Constitution pour s'immiscer dans ce qui se passe au Sénat. Voilà ce que ça veut dire. Je crois que M. Matata était un ancien Premier ministre. Il a été coordonnateur de BSECO, il a été ministre des Finances. Il connaît quand même les procédures les plus élémentaires de droit. Je suis déçu, mais seulement nous constatons que l'acharnement, ce n'est pas les bureaux qui s'acharnent sur la personne de Matata, c'est plutôt le contraire, c'est Matata qui commence à déranger même la sérénité des travaux au Sénat et à déranger la quiétude des travaux au niveau de cette chambre. Voilà, on va devoir terminer par là. Je vais donner à l'un et l'autre juste 30 secondes. J'ai des annonces l'émission par rapport au thème central, la loi électorale, avec ses divergences et convergences entre les deux camps en face, l'opposition incarnée par la MOCA, le FCC, et l'Union sacrée incarnée par l'UDPS, l'AFDC et tous les autres. Maître Laurent Tchoumbe, votre mot de la fin pour les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Ludo. Nous sommes tous
copropriétaires de la République démocratique du Congo. C'est un pays qui nous appartient tous. Nous n'avons pas le droit, mais le devoir de travailler dans le sens de son développement. Et donc le travail que nous faisons aujourd'hui, où nous suscitons un échange entre politiques, devrait être salué par tous les compatriotes parce que la démarche finale, c'est de trouver un compromis. On ne peut pas compétir à un match, même de football, si on ne se met pas d'accord sur les règles du jeu. Donc, au stade Vous actuel, souhaitez même qu'on revienne sur la composition de la CENI? oui, parce que nous avons l'impression qu'il y a un forcing qui est fait. Nous avons des reproches à formuler à l'égard du pouvoir en place. Nous avons déjà contesté la composition de la Cour constitutionnelle parce que dans une émission très élaborée, peut-être on va revenir sur ça, nous avions fustigé la révocation de ces juges qui sont inamovibles par la volonté du constituant. Mais on a vu qu'on les a révoqués et on a nommé d'autres par tirage au sort. Et cette situation nous imprime une vocation à penser que ça se fait à dessein pour la nécessité des échéances à venir. Nous avons fustigé la nomination de M. Kadima à la tête de la CENI. On va peut-être revenir dans un autre cadre. Oui, alors, tout cet agrégat institutionnel ne rassure pas les compétiteurs, les protagonistes au processus électoral de la crédibilité ou de l'impartialité ou du devoir d'ingratitude qu'auront éventuellement ces animateurs des institutions par rapport au courage à prononcer les vrais résultats. Et c'est le temps aujourd'hui de préparer ce qui va se passer demain. Nous voudrions, nous, dans la Mouka, qu'après les résultats des élections, peu importe le cas qui va gagner, mais que l'autre soit conscient que je l'ai gagné, je l'ai perdu, parce que le peuple ne m'a pas fait confiance, j'ai été politiquement sanctionné, qu'on ait quand même pour la première fois le sourire aux lèvres à la proclamation des résultats des élections, peu importe les bords politiques pour lesquels on appartient. Merci. Monsieur Chris Mukendi, pensez-vous que les résultats des élections proclamés, résultats des élections auxquels ni le FCC ni la Mouka n'ont pas pris part, peuvent vraiment faire l'unanimité et donner lieu à la paix à laquelle aspirent les Congolais? Il suffit de garantir la transparence du processus. Je crois que si le processus est transparent, les résultats vont arranger tout le monde. Mais ici, je voudrais dire qu'il ne faut pas que la République soit prise en otage par un groupe d'individus qui voudraient que la majorité puisse simplement céder à leurs caprices. Aujourd'hui, la divergence réside au niveau où on doit délibérer sur les cadres du consensus. Nous considérons que le cadre prévu, c'est les institutions. Les amis pensent que les cadres, c'est, je ne sais pas, Njili Sainte-Thérèse sur un terrain pour un meeting là-bas, ou Faden House, j'imagine. Mais je dis, il reviendra maintenant au chef de l'État de pouvoir arbitrer. S'il considère que c'est une crise, nous considérons que c'est une crise artificielle qui est créée. Il n'existe pas de crise politique en République du Congo. C'est une crise artificielle qui est créée par nos amis. Il reviendra maintenant au chef de l'État en tant que garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, de pouvoir lever l'option pour arrondir les angles de tous. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des millions à nous suivre. Merci à vous, Maître Laurent Ochoubé, de votre brillante participation à cette émission Choc des idées. Merci à vous, Monsieur Chris Mukendi, de votre brillante participation aussi à cette émission. Nous avons tablé essentiellement sur la loi électorale en discussion à l'Assemblée nationale, sans le FCC, sans la Mouka. Et avec les deux invités, nous avons essayé de comprendre les points de divergence et de convergence. Vous comprenez que c'est le cadre pour réfléchir sur les réformes électorales qui opposent les deux camps. Et voilà, vous avez suivi les avis des uns et des autres. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous vous disons très sincèrement merci d'avoir été des millions de suiveurs. D'ici là, portez-vous très bien et conservez jalousement le canal de la télévision qui vous a permis de suivre cette émission. Au revoir.